Flanquer, monter au braquage, partager la fraîche. Tout le vocabulaire des gangsters à l'ancienne. Mais tout un monde qui pourrait disparaître. Dans le cyberespace du 21e siècle, on skim, on spam, on fiche. C'est le vocabulaire des nouveaux braqueurs, les cybercriminels. Paris, le 14 décembre 2008, palais de justice. Périmètre bloqué, quartier sous haute tension. Le dernier des grands braqueurs français, surnommé le roi de la belle, est attendu aux assises. Un nombre impressionnant de policiers est spécialement déployé. Aujourd'hui, jour de verdict pour Antonio Ferrara. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Antonio Ferrara comparaît depuis plus de 3 mois avec 12 autres personnes pour son évasion spectaculaire de la prison de Fresnes le 12 mars 2003. Ce jour-là, ses complices avaient fait exploser la porte de la prison et mitraillé les miradors à l'arme de guerre. Une véritable opération commando pour sa seconde évasion. Le CV de Ferrara, le dernier d'une grande lignée de braqueurs à l'ancienne, est impressionnant. Né en 1973 en Italie, il grandit en banlieue parisienne. Très vite, il se distingue par un nombre impressionnant de braquages à main armée, comme ce fameux hold-up d'une banque, en 1997, à visage découvert. Antonio Ferrara est surtout un spécialiste des attaques spectaculaires de fourgons, comme ici en mai 2000 à Nanterre. Les policiers connaissent bien sa signature, une antenne parabolique entourée de pain de plastique qui concentre le souffle de l'explosion à l'intérieur des véhicules blindés sans jamais tuer personne. Au palais de justice, ce 14 décembre 2008, 7 sur les 18 complices de Ferrara pour l'évasion de Fresnes arrivent libres au moment du verdict. Un seul est acquitté et Ferrara est condamné à 17 ans de réclusion. Ce grand tox de la liberté, comme il aime à se décrire, voit sa came favorite s'éloigner et ne devrait pas y toucher avant 2039. Pour qu'un homme comme Ferrara ait 15 mecs qui sacrifient ou qui risquent leur vie pour venir le chercher, c'est que c'est un brave mec. Deuxièmement, c'est un super professionnel parce qu'il a appris de certaines personnes que je connais comment on place les pains de plastique sur une antenne parabolique. C'est un super pro. Il a de l'humour, il se bat en justice. J'ai une profonde admiration pour un mec comme Ferrara. Quand on fait une comparaison de Ferrara et Mérine, Mérine c'était un âne à côté. Ça va? J'aurais préféré travailler 20 ans avec Ferrara qu'un an avec Mérine. Et Michel Ardouin s'y connaît en braquage. 1m85, 130 kg, une quinzaine d'années en prison, une bonne douzaine d'hommes tués et près d'une trentaine de filles sous sa coupe. Monsieur Michel Ardouin, dit Portave, le porte-avions, en raison du nombre d'armes de différents calibres qu'il portait en toutes occasions. Il est une figure du grand banditisme français. Issu d'une famille bourgeoise, il commence à faire le Mac à Toulon à 18 ans. En 1965, passeport pour le milieu, il exécute son premier contrat et abat Henri le Gitan. En 68, il travaille pour la Latino Connexion, il est l'exécuteur. Au cours d'une mission, sa femme est tuée d'une balle dans la tête à Buenos Aires, tandis qu'il se fait ouvrir le ventre au fusil de chasse par un tueur. Mais il doit son surnom et sa notoriété à son association avec le célèbre braqueur Jacques Mérine au milieu des années 70. Plus de 80 banques braquées en un an. Aujourd'hui rangé des voitures et écrivain, il revient sur son époque Jacques Mérine. Flashback, 70s. À l'époque, on est en cavale, donc on n'a pas le temps de préparer. On a fait 5-6 braquages par semaine. En passant, on passait devant une banque, vous allez belle, oui, va la contrôler, oui, on fait. Voilà, c'était ça. Et les équipes de l'époque, les Corses qui faisaient, il y avait une équipe de Corses d'amis à moi, qui sont toujours des amis, et 2-3 autres équipes de la banlieue sud, on braquait tous pareil. Pas le temps de il n'y avait pas de préparation, c'était pas comme un fourgon, comme un machin, comme truc. Il fallait braquer au jour le jour, au passage. Comme on va acheter des cigarettes ou du lait. Voilà.
Maintenant, ensuite, il y a eu des équipes plus jeunes que moi c'est pas ma génération, qui ont préparé des fourgons, qui ont réussi à mouiller les employés de la société de protection, qui ont réussi à ceci, qui ont réussi à cela. C'est très beau. Maintenant, il faut une parabole, savoir placer les explosifs, ce que savait faire Ferrara. C'est peut-être pour ça que sont les recherchés. Mais ça, c'est pas ma génération. Il y a de moins en moins d'argent dans les banques et les transports de fonds sont la cible favorite des hommes comme Ferrara. Le roi de l'évasion était la bête noire des 7000 convoyeurs de fonds en France. Salaire moyen 1500 € brut, avec une prime de risque de 215 € par mois. Entre eux, ils parlent souvent avec cynisme du salaire de la peur. Depuis 1989, cette profession a connu le triste bilan de 30 convoyeurs tués en service. On dénombre 7 attaques en 2007. Pour tenter de déjouer les braquages, on filtre un maximum d'informations. Un convoyeur sait à quelle heure il partira, mais il ne connaît jamais à l'avance la destination. Les trajets sont chronométrés, les routes empruntées ne sont jamais les mêmes, et chaque véhicule est pisté au GPS. Tout est bon pour contrer cette criminalité née au milieu des années 80. Un grand hôtel parisien. Toujours bien apprêté et très classe, malgré ses 88 ans aux prunes, Monsieur François Marcantoni est un fin connaisseur du milieu. Mais du milieu à l'ancienne. Le milieu actuel, lui, il ne le fréquente pas. Car d'après ce qu'il voit dans les films de gangsters, les braquages ultra-violents, c'est pas son truc. Résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il apprend le métier en arnaquant des anciens collabos passés entre les mailles du filet. Et il apprend très vite. Spécialiste du braquage de banque, il est fiché au grand banditisme en 1959. Une quinzaine d'années de prison plus tard, l'homme au chapeau mou fait un dernier passage à la santé en 1994, à 74 ans, pour une vente de tableaux plutôt douteux. Aujourd'hui, François Marcantoni se consacre à ses costumes bien taillés et à l'écriture d'ouvrages largement autobiographiques, mais sans violence, comme il aime à le dire. Maintenant, les autres sont plus violentes, puisqu'ils ont tiré au bazooka même sur le nord. C'est même très violent, ça. Vous connaissez maintenant cette méthode-là, elle existe depuis un an ou deux, je ne sais pas, moi je reste à mon temps. Le reste du journal, je vois. Pas de questions, je peux répondre ce que j'en pense. Moi, de mon temps, c'était de la plaisanterie à côté de ça. On avait en face des gens intelligents, haut les mains, couche-toi, couche-toi. Il y avait des gens qui obéissaient, qui avaient l'air de dire dans sa tête, après tout, c'est pas mon problème. Il avait bien se dire ça, penser quelque chose. Hein. Donc ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu de violence comme ça. Et oui, il y a des banques qui ont entré, il y avait un guichet avant, c'était des banques qui n'étaient pas gardées. Je veux dire, les livraisons de banque se faisaient à l'époque par une camionnette, de la banque évidemment. Ils arrivaient devant la banque, le chauffeur restait au volant, celui qui était chargé des fonds descendait, ouvrait, prenait le sac et rentrait à la banque. Alors on arrivait juste à temps, quand il descendait, on faisait descendre le chauffeur, s'en allait vers la voiture et tout ce qu'il y avait dedans. Eux restaient sur le trottoir, sans coup de revolver, sans rien. Il y a même des partages qui se sont faits sur le tunnel de Champéry. Et c'est pas loin. Loin des hold-up à la papa, des bracos toujours plus violents, comme des opérations de guerre. Les attaques contre les fourgons devenant à leur tour de plus en plus difficiles, les gangsters se concentrent sur les centres forts. Dans la région lilloise, plusieurs hommes encagoulés et lourdement armés ont attaqué un centre fort à l'explosif à l'été 2008. Et à Marseille, le 15 janvier dernier, c'est au lance-roquettes que la Brinks a été visée. Quelque part en France, un centre fort, comme il en existe 150 dans l'Hexagone. C'est d'ici que part l'argent pour les 70 000 banques et 45 000 distributeurs de billets. Murs blindés et indestructibles,
Tout est ici pris en compte afin de ne pas être la cible d'une attaque. Et à l'intérieur, 150 caméras officiellement. Placées sous haute surveillance électronique, il faut montrer patte blanche. Empreinte digitale est pesée à l'entrée et à la sortie pour chaque employé. Impossible d'emporter le moindre billet ou la moindre pièce de monnaie. Pour eux qui voient défiler des millions d'euros, obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Philippe Régnier travaille dans le milieu des transports de fonds depuis 1973. Il a tout connu. Nous travaillons avec des spécialistes quand il s'agit de faire des murs en béton, avec des gens qui savent calculer la résistance des matériaux, avec des systèmes de biométrie pour entrer, avec des systèmes de caméras qui enregistrent jour et nuit, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir se parer à toute éventualité, avec un PC sécurité qui peut les suivre à distance, de manière à pouvoir se parer contre toute agression éventuelle. Mais encore une fois, notre métier, le risque est inhérent à notre métier, et on fait tout pour le supprimer, pour l'alléger, pour le réduire, mais on sait très bien que dès qu'il y a de l'argent quelque part, il y a un risque. Direction Bruxelles. La Belgique a été l'un des premiers pays à réagir contre les attaques de fourgons. Ministère de l'Intérieur, police, sociétés de transport, syndicats, tous se sont réunis afin de trouver des solutions. Principale mesure, tous les trajets sont connus de la police et protégés pour les convois les plus importants. En 1995, 59 attaques, en moyenne plus de 10 par an. Depuis 2007, plus aucun convoi n'a été attaqué sur le sol belge. Mais pour le commissaire de Rett, les braqueurs changent de cible et la violence monte d'un cran. Nous craignons des opérations en style commando, comme on a déjà connu quelques-uns dans les pays nordiques de l'Europe. Donc vraiment des attentats très spectaculaires sur, entre autres, des centres de distribution d'argent. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous renforçons pour l'instant les mesures de prévention autour de ces centres de distribution d'argent, parce que sur base des éléments, des informations criminelles que nous recueillons, nous constatons clairement qu'il y a un intérêt, je dirais quasi permanent, du milieu criminel de commettre ce type, un hold-up ou un braquage sur un centre de distribution d'argent. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que nous constatons, et ça se passe déjà, c'est déjà en cours pour l'instant, que ce ne sont plus les biens même, la banque, le transport ou le fourgon qui est menacé, mais plutôt les personnes qui détiennent les biens. Par exemple, en prenant en otage un membre de famille d'un directeur d'agence et en obligeant par après le directeur d'aller ramasser de l'argent pour les criminels. Le risque de kidnapping. En France, à Marseille, la femme et le fils du chef de la sécurité de la Brinks ont été pris en otage en juin 2008. Un certain nombre de salariés qui, chez eux, ont des systèmes d'alarme pour en cas de problème, pouvoir informer sans que ça se sache de la part des malfaiteurs qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal. Voilà. Ça fait partie des risques, donc ces risques-là... Qu'est-ce qui fait partie des risques? De se faire kidnapper ou de se faire prendre chez soi, d'où le fait de n'avoir absolument aucune possibilité d'entrer dans le centre fort. Bon, parce qu'on a des badges qui sont invalidés immédiatement dès qu'on est sorti, parce que moi je ne connais aucun des codes pour entrer dans l'entreprise, parce que c'est un PC sécurité qui est distant des centres forts qui permet l'autorisation, que ce même PC sécurité est suivi par un PC backup qui permet, au cas d'il y a un problème dans l'un, d'aller vers l'autre. Donc tout cet ensemble fait partie de la sécurité qu'on doit avoir. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un maillon faible dans la chaîne. Bon. Le maillon faible, c'est le dabiste. Il approvisionne les distributeurs automatiques de billets. Non armé, il est une proie facile. Voitures béliers, portes enfoncées, distributeurs arrachés. Plus de 60 attaques en 2008, plus d'une par semaine. Leur nombre a doublé en 4 ans, moyenne des butins, 38 000 €. La fonction du dabiste, charger les billets dans le distributeur après que des convoyeurs aient déposé les sacs d'argent.
C'est le seul moment où la chaîne de sécurité est rompue, c'est le moment préféré des braqueurs. Payés 1 300 € par mois avec une prime de risque de 110 €, les dabistes ont en plus des obligations. Sécurité oblige. Ce qu'on dit à son entourage ou à ses amis qu'on travaille chez les transporteurs de fonds, par exemple. Non, on évite au maximum ce genre d'informations. Pour quelle raison? Mise en danger. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Travailler dans le transport. Dans le transport. Et si on vous dit jamais dans quel transport? Dans le transport. C'est rare qu'on me pose la question. On vous pose jamais la question dans quel transport vous travaillez? Ah non. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais j'ai le courrier, quoi. Transport de courrier. Et on ne pose pas la question chez qui? Non, bah non, parce que ça peut être n'importe qui. Non, c'est les courriers, la poste. En Belgique, les transporteurs de fonds ont trouvé une parade pour protéger les dabistes. Depuis 2 ans, donc depuis 2006, on a introduit pour le transport de fonds la valise intelligente. Donc chaque transport de fonds qui est accompagné par une société de gardiennage doit faire usage de la valise intelligente. En 2006, nous avons encore constaté quelques attentats. Disons où il y avait presque plus de butin et on a constaté en fait que le milieu criminel même voudrait tester le matériel de la valise intelligente. C'était le seul but en fait de commettre ce type de délit en 2006. C'était pour s'emparer d'une valise et pour tester si le matériel était fiable ou non. Direction Obertour Technologies, la société qui fabrique les premières valises intelligentes en France. Une technologie agréée par le ministère de l'Intérieur. Ces nouvelles valises seront insérées directement dans les distributeurs. La chaîne de sécurité ne sera plus jamais coupée. Et en plus, elles protégeront leur butin. Le conteneur instantanément a maculé la totalité des vignettes recto verso sur les 4 côtés pour une surface à peu près 20% en immédiat instantané, mais pouvant aller au bout de quelques minutes jusqu'à 100% de la surface des billets par phénomène de capillarité de l'encre sur les billets. Reconnaissable, identifiable, traçable, cette encre est comme un ADN. Aujourd'hui, braquer une banque ou attaquer des convois est de plus en plus difficile et rapporte de moins en moins. La fin d'une époque. Autant j'ai une grande admiration pour un mec comme Ferrara, enfin, je ne le connais pas, hein, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui, autant les jeunes délinquants, ils sont peut-être très braves, ils sont peut-être très gentils, peut-être qu'il y en a que j'aimerais, mais ils sont perdants d'avance. Avec l'ADN, la police scientifique, les systèmes de police, la nouvelle brigade de recherche de Philippe Véroni, et ceci et cela, ils sont perdants à l'avance. C'est-à-dire que moi, si j'avais un fils, j'en ai un, mais il ne sera jamais délinquant. Il a 15 ans, il n'a pas envie. Mais si j'avais un fils de 20 ans qui me dise « Papa, je voudrais devenir délinquant », j'aurais dit « Tu vas faire la moitié de ta vie en prison et la moitié de ta vie au Rémi. Ce sera un clodo. » C'est terminé. Les années 60, 70, 80, 90 et jusqu'à la limite de 95, ça a été beau pour les gens comme nous. Je crois qu'on peut un peu comparer, disons, ce marché d'offres et de demandes dans le milieu illégal, c'est fort comparable à ce qui se passe dans la légalité, dans le monde légal. C'est-à-dire, on fait un screening d'opportunités, quels sont les risques qu'on doit prendre pour avoir des gains. Une fois que la balance est positive pour le truand, il prend le risque, il va investir là-dedans. Et le jour qu'il ressent que le risque est beaucoup trop élevé ou que les gains ne sont pas suffisants, il va essayer de changer de secteur. Ça, c'est une donnée. Ça, c'est vrai. L'étude de marché a parlé. Trop de risques et pas assez de profit pour le banditisme à l'ancienne. Bienvenue dans l'univers de la cybernétique. Pour les nouveaux braqueurs, plus besoin de flingues, de gilets pare-balles, d'explosifs. Les nouvelles armes, un écran, un clavier, une souris. En un seul clic, plusieurs millions peuvent être détournés.
numéro de compte bancaire, carte de crédit, vente fictive. Tout s'achète et tout se vend sur la toile, aussi facilement qu'un simple DVD. Aujourd'hui dans le monde, le business de la cybercriminalité est supérieur à celui de la drogue. Rien qu'en France en 2008, 269 millions d'euros ont été détournés sur Internet et en dupliquant des cartes bancaires. Pour ce business, tout commence avec un hacker, un surdoué de l'informatique. Nous en avons rencontré un, Pierre, qui connaît toutes les astuces. C'est le côté technique qui m'intéressait et puis le fait, la reconnaissance des autres. Au début c'était ça quoi. Dire ouais voilà j'ai piraté ça. Moi j'étais content mais c'était vraiment sans réelle connaissance quoi. J'allais sur Milwarm ici, je regardais les failles sur les sites internet qu'on pouvait trouver et puis j'en piratais le plus possible. Il y a certains sites qui référencent les pirates selon le nombre de sites qu'ils ont piratés. Et puis à l'époque le grand jeu c'était peut-être dans les premiers. Envie de se surpasser, de montrer ses compétences, d'être le premier à pirater un site internet. Le hacking, c'est pouvoir par exemple modifier n'importe quel site. Petite démonstration. Par exemple, si tu as un site internet, si tu veux le modifier, tu te connectes via un client, c'est le protocole FTP. On va laisser en anonyme ici. Ouais. D'accord, donc le port 21 c'est le port par défaut. Puis on se connecte. Donc Pakistan Télé. Donc là c'est toute l'architecture du site. Tu as toutes les pages qui sont là. Donc ça c'est la page que j'ai prise du site. Je vais la modifier pour voir si... On va faire une petite blague. Hop. Un petit incident diplomatique. Hop. Donc je prends l'adresse de l'image ici. Ouais. Je la rajoute là, j'enregistre. Voilà, donc le fichier édité, on clique sur OK pour le remettre sur le site. Et ouais, ça marche, il n'y a aucune protection dessus. Voilà. Donc je retourne sur la page de tout de suite, là c'était newsletter, on va rafraîchir. Voilà. Donc l'image que je viens de rajouter dessus. Donc là tu as rajouté une image dans un site internet. Voilà, ouais. Parce que donc, le créateur du site a laissé vraiment l'accès au site. C'est accès libre, c'est porte ouverte. Hein. D'accord. Donc tu fais vraiment tout ce que tu veux. Et ça, t'es certain de ne pas te faire repérer là, en faisant un truc pareil? Oh si, on peut, ouais. C'est pour ça que j'ai pris un site pakistanais, et puis là je suis connecté via un autre ordinateur. Ouais. Donc ça fait quand même 2 chances de ne pas se faire retrouver. Ouais. Modifier des sites pour faire des blagues de potache, ou plus dangereux, créer des faux sites internet. Ici un faux de la State Bank, reprenant les logos du vrai site de la banque américaine. Les clients de la banque n'ont plus qu'à tomber dans le panneau et communiquer toutes leurs coordonnées bancaires aux pirates du net. Autre technique, pénétrer dans les sites officiels, comme celui de Banco Real, une banque brésilienne. Les administrateurs du site y ont laissé trop de portes ouvertes pour tout bon e-braqueur qui se respecte. Les disques durs de la banque sont grands ouverts, le butin, login des clients, numéro de compte, email, adresse, historique. Facilement, les transferts d'argent peuvent s'opérer et le e-braquage peut commencer. La référence des pirates, c'est Ehud Tenenbaum, alias Analyzer. Il est le grand hacker de ces 20 dernières années. Dès l'âge de 18 ans, il avait défrayé la chronique en 1998 pour avoir infiltré les ordinateurs du Pentagone et de la Knesset, le Parlement israélien. Embauché à sa sortie de prison, il travaillait depuis 2003 pour la sécurité de l'État d'Israël. Octobre 2008, il est à nouveau arrêté pour avoir détourné plus de 1 200 000 € à une société de crédit canadienne. On parle de 3 à 5 millions d'euros e-braqués, et tout cela sans armes et sans violence. Pour l'homme des belles américaines des 50s, les souris, c'était autre chose. Mais il n'aurait rien contre une petite virée dans le cybermonde. Mais ça, si on m'a donné le commis, je le fais.
Ah, je vous le dis franchement pas, donnez-moi une commune comme ça, j'ai un milliardaire là, je ne vais pas me gêner de lui rien comme ça, je ne ferai pas sur un malheureux, sur quelqu'un qui a sa pension de sa retraite, je ne le ferai pas. Mais donnez-moi un bon milliardaire, que je puisse de là aller là, je le fais. Moi je vous réponds honnêtement à la question, sans violence, sans rien, vous appuyez sur un bouton là. Comme vous dites d'internet, là il y a des milliards et là il n'y a rien. Vous avez besoin ou il y a quelque chose. Vous pouvez de là amener là. Vous pensez que je vais gêner? Ah non. Alors là, je vous le dis de tout cœur. Donnez-moi l'affaire d'ailleurs. Si vous en avez une, vous me la donnez. Sur Internet, plus de tontons flingueurs en chapeau mou et plus de policiers habitués aux flags avec flingue, mais des cyberlimiers. En France, c'est l'OCLIC, le service du commissaire divisionnaire Christian Agroum, qui cybertraque les hackers en tout genre. Pour lui, les hackers ne sont pas les nouveaux Robin des Bois. Et lorsqu'il arrive au bureau, il pose son arme, son ordinateur portable. Je dis, il faut arrêter, il faut mettre un terme au cyber-romantisme. Le gamin de 16 ans, boutonneux, dans sa chambre de bonne, à l'autre bout du monde, qui réussit à pénétrer dans les plus grands réseaux, c'est pas ça la cybercriminalité. C'est pas ça. La cybercriminalité, c'est des escrocs qui essayent de voler l'argent de leurs de victimes très rapidement, très facilement, et surtout sans avoir à rien toucher puisqu'on agit virtuellement. Ça, c'est la cybercriminalité à l'heure actuelle. C'est ça. C'est ça. Et on a affaire à des véritables réseaux organisés, on a affaire à des préjudices énormes. Des réseaux sur la toile, il en existe. Comme l'IRC, le logiciel de base qui sert à concevoir les grands chats comme Messenger ou Skype. L'IRC est téléchargeable gratuitement sur le net. Des milliers de canaux spécialisés y sont hébergés et certains recèlent des surprises. C'est un système de chat, de dialogue, avec des thèmes assez intéressants, comme par exemple celui-ci qui s'appelle carte bancaire Power. Et là, ça n'arrête pas, c'est toute la journée comme ça. Là, je vends des cartes bancaires américaines, anglaises, $1 le numéro. C'est pas comme au kilo, quoi. Ouais, voilà. Donc il donne le numéro, le nom, le prénom, des fois il donne l'adresse aussi du propriétaire de la carte. Ouais. Il donne le petit code qu'il y a derrière, la date d'expiration, et puis voilà, puis le type de carte. Les cartes bancaires, avant, il n'y avait pas beaucoup de monde qui osait y toucher. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que ça a beaucoup augmenté. Tous ces réseaux là, sur IRC, je connaissais pas du tout ça avant. Ouais. Et on n'entendait pas du tout parler, quoi. Et comment tu te l'expliques, ça? Que ça augmente comme ça? Je sais pas, la crise financière, on a besoin d'argent. Ouais. L'argent facile. Et puis bon, on a l'impression d'être en sécurité derrière son ordinateur. À prendre des numéros de carte comme ça, alors que non. Bon, c'est vrai que l'argent facile, je pense que c'est la principale motivation. Hein. On n'est pas là face à un phénomène, entre guillemets, sympathique, où on a juste quelques petites personnes par-ci par-là qui se feraient escroquer, ce serait pas bien grave, ce qui est totalement faux, parce que même si une personne n'est escroquée que de 100 €, ça reste quand même 100 € qui lui sont volés au profit d'un délinquant, multiplié par des milliers de victimes. Tout de suite, on atteint des sommes importantes, d'une part. D'autre part, il y a un risque véritable, et la compréhension de ces phénomènes économiques nous amène à nous poser la question sur quel est le risque véritable de la cybercriminalité, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement, et quelle est la stratégie qu'on doit adopter. Difficile de mettre au point des stratégies. La technologie évolue vite, et les cybercriminels la maîtrisent bien. Au salon Infosécurité, où se retrouvent tous les pros de l'antivirus, on tente de percer les secrets des pirates, trouver des parades. Marc Blanchard, chercheur et cryptographe depuis 20 ans, suit en permanence l'évolution des techniques utilisées et tente de les anticiper. Petit voyage pour initier dans l'univers des disques durs et du virtuel. Aujourd'hui, de multiples technologies sont exploitées par les pirates. Alors on va avoir le cheval de Troie, qui lui qui est un fichier en lui-même, qui a une mission, c'est d'exploiter la machine. Ensuite, il a une backdoor. Une backdoor, c'est une porte dérobée. Une fois que le cheval de Troie est sur la machine, il faut ouvrir des portes. Ces portes-là, c'est des portes TCP/IP. Ensuite, on a un botnet, robot Internet. C'est-à-dire que c'est un petit processus qui est compris en fait dans le cheval de Troie
qui a pour mission en fait de récupérer l'adresse internet de l'utilisateur ou de l'internaute et de l'envoyer aux pirates. Le cheval de Troie, c'est prendre le contrôle d'un ordinateur. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est d'y envoyer des spams, des messages indésirables qui contiennent des logiciels espions. C'est la technique du phishing, l'hameçonnage dans le jargon. Exemple, vous recevez un email banal vous disant « Chers clients de la Société Générale, le département technique de la Société Générale procède à une mise à jour de logiciels programmés de façon à améliorer la qualité des services bancaires. Nous vous demandons avec bienveillance de cliquer sur le lien ci-dessous et de confirmer vos détails bancaires. » Ou vous recevez un mail qui vous dit « Savez-vous qu'une vidéo de vous circule sur YouTube ?» Vous cliquez dessus en pensant vous diriger sur le site de YouTube. Alors qu'en fait, vous ouvrez une page qui va installer le logiciel espion sur votre ordinateur. Vous êtes fiché. Une fois fiché, l'ordinateur devient une machine zombie. Le pirate à distance et en temps réel a accès à toutes les données et opérations effectuées sur la machine. Pages internet visitées, achats en ligne, frappe clavier. Les pirates chassent en priorité les données personnelles. Une fois collectées, elles sont envoyées à un serveur central, puis revendues au plus offrant. Ces machines zombies forment une sorte d'armée, c'est ce qu'on appelle un malware, qui peut toucher plusieurs millions de machines en même temps. Stormworm est l'un des premiers malwares. Il a été conçu par des Russes en 2007. On peut voir sur cet écran sa propagation d'ordinateur à ordinateur, de région à région, de pays à pays. En moins de 24 heures, il aurait infecté près de 50 millions d'ordinateurs dans le monde. Les attaques vont très très vite, c'est-à-dire la publication des exploits aujourd'hui sont de l'ordre de toutes les 4 minutes, il y a un exploit. Alors qu'en 1999, un exploit était publié en moyenne tous les 15 jours. En 2004, toutes les 15 minutes. Aujourd'hui, moins de 4 minutes. Inutile de vous dire que pour un administrateur de sécurité qui gère des serveurs bancaires, des serveurs financiers, même la bourse, on va dire, c'est très difficile pour lui, à moins de s'équiper et d'avoir un budget colossal de sécurité. Donc, parce que humainement, ça ne suffit pas. Il faut des outils d'audit qui coûtent très très cher, des sondes, etc. Mais aujourd'hui, le secteur bancaire a pris conscience de ces choses-là, mais les autres, je dirais, secteurs sont beaucoup plus laxistes à ce niveau-là. Donc, il y a aujourd'hui une recrudescence d'infections actives par Internet, c'est-à-dire des serveurs web que vous allez visiter, qui peuvent être des serveurs publics, des serveurs de casino, des serveurs de jeux, qui peuvent être piratés. Et c'est vous qui êtes en fin de compte l'hébergeur de ce malware pour le propager à tout le monde. Fin 2007, 500 000 programmes malveillants. 2008, 800 000. Et pour 2009, sont attendus au moins 1 300 000 malwares. Il est impossible aujourd'hui d'arrêter ce type de réseau. À partir du moment où il y a un minimum d'utilisateurs, chaque utilisateur est à la fois client et à la fois serveur. Donc, comme de plus en plus d'utilisateurs rejoignent ces réseaux parallèles, même si on avait une loi ou des principes technologiques pour bloquer ce type ça serait impossible. Encore plus facile et rapide pour les mafieux, les téléphones portables dernier cri connectés à Internet ou au réseau Wi-Fi. Les malwares peuvent se propager de portable à portable. Lieu de prédilection, les grands concerts, les manifestations sportives où les connectés sont nombreux. Les pirates, aujourd'hui, ont tous les outils pour transformer votre téléphone portable en future machine zombie. Simplement, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un standard du noyau qui va faire fonctionner ces téléphones portables pour se propager. Mais technologiquement, les pirates ont tout ce qu'il faut pour utiliser votre téléphone portable pour leur bien propre ou pour faire du business. Exemple, un faux numéro que vous allez recevoir, mais qui est surtaxé, et votre téléphone va se mettre à composer toutes les 10 minutes ce numéro surtaxé. Ça va certes vous griller votre forfait, mais le pirate va en avoir beaucoup dans les poches au niveau de l'argent.
Pour récupérer le cash détourné ou faire des virements sur des comptes offshore, les réseaux ont besoin de petites mains, ce sont les mules, comme les passeurs du trafic de drogue. Pour recruter une mule, rien de plus simple, envoyer des offres d'emploi alléchantes via Internet, proposant de gagner 2 000 € par mois pour 5 heures de travail par semaine. Le travail consiste à ouvrir un compte, et ce compte servira à transférer des dizaines de milliers d'euros vers l'Ukraine, la Russie ou des comptes offshore. Le recrutement des mules, c'est quelque chose de relativement simple. Vous recevez un mail dans lequel on vous dit « Est-ce que vous avez du temps à perdre? Est-ce que vous avez de l'argent à gagner? Est-ce que vous disposez d'un petit peu de ressources, à savoir un ordinateur et puis un peu de temps à consacrer et un compte bancaire ?» La plupart des gens vous disent « Oui, j'ai ça. » Et bien, si vous acceptez de passer quelques heures avec votre ordinateur et de déposer de l'argent sur un compte bancaire puis de le renvoyer, vous allez gagner 10% des sommes que vous recevez. Alors le baratin, c'est pour une entreprise qui a besoin de liquidité, etc., etc. Enfin, il y a toujours une belle romance qui permet de mieux faire comprendre. Voilà, donc les mules sont recrutées, elles récupèrent l'argent, elles le renvoient. Et ça, on l'a démontré à travers les dossiers qu'on a pu traiter, où là, en quelques mois, on arrive à une démultiplication de petites sommes, qui varient de centaines à milliers d'euros par compte bancaire. On arrive à des 600 000 € très rapidement de préjudice à l'encontre d'une majorité des victimes qu'on a pu déterminer en France. À aucun moment, la mule ne sait pour qui elle travaille réellement et elle n'a aucun contact physique avec son donneur d'ordre. Lorsqu'une mule est arrêtée, il est très difficile pour les enquêteurs de remonter le réseau. À la différence d'une complicité pour braquage de banque, la mule est mise en examen pour blanchiment d'argent et escroquerie. Elle ne risque pas les assises, mais la correctionnelle. Un pro du blanchiment d'argent et du cheval de Troie, l'anglais Tariq Al-Daour. Tariq et ses complices étaient spécialisés dans la collecte de données bancaires en piratant des achats en ligne. Nom, adresse, numéro de carte et date d'expiration étaient enregistrés. Avec ces données piratées, ils s'inscrivaient sur des sites de poker en ligne. Tous les joueurs de la table virtuelle étaient dans le coup. Il suffisait de faire semblant de perdre et l'argent était récupéré par un complice. L'argent volé, 1 200 000 livres sterling, a servi à acheter des tentes, des couteaux, des bonbonnes de gaz et tout type de matériel de camping pour les envoyer en Irak. Ils ont été arrêtés à Londres en juillet 2007 et inculpés pour financement de groupes terroristes. Hi, my name is Chao. I'm developer of skimming devices. I work for you 24 hours a day and make the best devices for skimming. L'homme qui se met en scène et vend son business sur Internet s'appelle Chao. Il est turc et il est le roi du skimming, le piratage et la duplication des cartes bancaires. Son business, vous piquez vos numéros de carte de paiement et les revendre au plus offrant. Une affaire qui roule jusqu'au 29 octobre dernier. Istanbul. La police turque exhibe fièrement des ordinateurs, des cartes de crédit, du matériel de duplication, des téléphones portables. Elle vient d'arrêter Chao. Non seulement il détournait des comptes, mais surtout il revendait les kits nécessaires à la duplication de cartes dans les distributeurs. La police estime son chiffre d'affaires à 1,8 million $. Lui se targue de 1 milliard $. Plus d'une centaine d'arrestations se sont déroulées le même jour au Canada et aux USA pour faire tomber son réseau. Cybervoleur mais pas enfant de cœur, Chao n'avait pas hésité à humilier et à torturer un de ses complices hackers nommé Kier, qui lui devait plus d'une centaine de milliers d'euros. En France, 30% des sommes détournées est due à la duplication de cartes. Le dernier réseau a été démantelé en décembre dernier. Le réseau travaillait de la manière suivante. Une partie de l'équipe installe des distributeurs automatiques de billets falsifiés, d'accord, enfin installer des fausses façades, récupère les numéros de cartes, falsifie des cartes, donc contrefait de nouvelles cartes, puis récupère l'argent, d'accord, par l'achat, de deux manières, ou par l'achat direct, enfin par le retrait directement dans un distributeur automatique de billets, ou bien par l'achat de matériel de grande valeur, comme
je sais pas moi, des sacs à main de grandes factures, des bouteilles d'alcool, du vin, etc., etc. Enfin, des objets qui sont facilement monnayables, facilement revendables. Voilà. Donc les matériels sont revendus et le profit est fait. Pour l'instant, on a déterminé un préjudice de l'ordre de 200 000 € en quelques mois d'existence de l'équipe, hein, même pas 6 mois. Mais il en est qui résistent aux sirènes du virtuel et aiment encore le travail à l'ancienne. Pas les banques ou les convoyeurs, non. Ce qui les intéresse, ce sont les bijouteries. Ce sont les Pink Panthers. En avril 2007, à Dubaï, ils n'hésitent pas à investir un centre commercial en voiture et à attaquer une bijouterie. Durée de l'opération, quelques minutes. Croqueuses de diamants, les Pink Panthers sont surtout des braqueurs ultra-violents disposant d'une logistique hollywoodienne et armés comme des porte-avions. Les Panthères roses sont devenus le cauchemar des polices du monde entier. À l'image des grands voyous qui ont fait trembler le bourgeois et tourner en bourrique les flics de la fin des années 70, ces félins sont en train de se forger une saga, comme seul sait en cultiver la mythologie du grand banditisme. Genève, Saint-Tropez, Courchevel ou encore Monaco. Ces braqueurs sont à l'origine de plus de 110 vols à main armée dans le monde. Originaires des Balkans, ayant connu la guerre de Yougoslavie, ils n'ont peur de rien. En mars 2004, à Tokyo, dans le quartier chic de Ginza, les voleurs circulaient à vélo en portant des masques anti-pollution avant de braquer en moins de 40 secondes cette bijouterie et emporter avec eux plus de 25 millions de dollars de butin. 4 décembre 2008, 17h30, avenue Montaigne à Paris. La bijouterie Harry Winston. Les Pink Panthers auraient-elles encore frappé? 4 malfaiteurs, dont 3 habillés en femmes, se sont enfuis après s'être fait remettre la quasi-totalité des bijoux exposés. Un montant exceptionnel, plus de 80 millions d'euros. Un an auparavant, cette joaillerie, à la clientèle internationale très aisée, la famille du Shah d'Iran, les Grimaldi, avait déjà été la cible d'un audacieux vol de bijoux, estimé à plus de 10 millions d'euros. Pour les 2 braquages de l'avenue Montaigne, aucune piste. Et les bijoux sont toujours dans la nature, mais les enquêteurs pensent aux Pink Panthers. Non. La grosse bijouterie, je sais maintenant. Ah, c'est qui alors? Je peux te le dire. La grosse bijouterie qui a été faite, les 85 millions d'euros, ce ne sont pas des gens d'Europe centrale et je suis très heureux que ce soit d'autres gens. Et qui est-ce alors? Non. Je ne sais pas encore balancer de ma vie, à 65 ans, je vais m'y mettre. C'est une très belle affaire. Ils ont les noms des employés, ils savent où sont les coffres secrets où il y a les gros bijoux. Ce ne sont pas des gens d'Europe centrale, ce ne sont pas les mêmes que d'habitude. Maintenant, attends, c'est une très belle affaire. Moi, j'ai fait une seule fois, enfin 2 fois dans ma vie une bijouterie, mais jamais en France, en Allemagne. Ils vont vendre à 3 millions d'euros. L'étiquette, c'est 85 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros de marchandises en réalité, parce qu'ils triplent les gens chez Cartier. Cartier, ils n'ont même pas de mouvement à eux, hein, c'est des zéniths. Hein. Ils triplent. Donc c'est 20 000 euros l'assurance. 20 000 euros, ça vaut 2 millions d'euros. 20 millions d'euros, ça vaut 2 millions d'euros à la fourgue. S'ils arrivent à vendre avec des fausses factures à Anvers chez les Juifs de Pelikanstrasse, comme j'ai fait une fois, ils vont en tirer 6 millions d'euros. Mais s'ils sont 4 avec la personne qui a donné l'affaire et tout ça, ils ont gagné 600 000 euros. Mais je suis très content pour eux, c'est des braves gens. Ils ont gagné 600 000 euros chacun. C'est très beau à l'heure actuelle. Mais ils n'ont pas pris plus, il ne faut pas que les gens y rêvent. Hein. Pink Panther ou pas Pink Panther, c'est du beau boulot, parole d'expert. Mais l'avenir n'est pas rose pour les artistes de l'avenue Montaigne. Ça, c'est un bon braquage. Les difficultés dans ces affaires-là, c'est pour vendre les bijoux. Il peut y avoir des surprises, c'est là. Des bijoux d'une telle valeur. Moi, je veux dire, tous ceux qui ont eu des bijoux dans les mains, je parle de l'époque, c'est rare que pour qu'ils n'arrivent pas à un receleur, qu'ils soient balancés. Je parle de l'époque, ce qui peut se passer là. Tous les revols de bijoux, les bijoux qu'il y a eu, les bijoux de la Bégou, les affaires de la Bégou, d'autres. Mais quand vous avez des bijoux que vous voulez négocier, il est rare que vous ne soyez pas négocié. Se faire balancer par des revendeurs, c'est dans les cordes des anciens.
Mais imaginez le gangster du 21e siècle, c'est une autre paire de manches. Je réponds honnêtement à votre émission, cher monsieur. Je ne suis pas compétent sur ce qui se passe sur Internet. Je suis incapable de rentrer sur Internet. J'ai 800 chaînes de télévision, mais c'est pas moi qui les drive. Je suis pas capable de les faire marcher. Quand je suis en panne, il faut que j'attende quelqu'un pour me dépanner. C'est-à-dire le mal fera évoluer en fonction de la technologie serrure, en fonction de la technologie machin. Les braquages, un jour, ce sera fini. De toute façon, moi, je donne mon avis, il n'y a plus de délinquance. Les serrures sont de plus en plus dures à faire, les fourgons sont de plus en plus durs. Alors maintenant, il y a une nouvelle délinquance, c'est les traders. Voilà. Mais il faut y avoir accès. C'est pas le mec d'Aubervilliers des cités qui va être trader. Moi, je viens de perdre beaucoup d'argent, mais je ne peux pas en parler. L'histoire de Madoff aux États-Unis, tout le monde la connaît. Je peux citer 100 traders entre la Belgique, surtout le Luxembourg et surtout la Suisse, et un petit peu ailleurs, qui font exactement pareil que Madoff. Alors ils ont un client, ils donnent 5% par mois. Ils ont un autre client, ils donnent 5% par mois. Le mec ramène un client, il donne 5% par mois. Alors il dit, ça y est, je suis béni des dieux, il me donne 3% ici à la banque par an, et j'ai 5% par mois. Puis un beau jour, le trader disparaît. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que tu considères les traders comme un peu les nouveaux braqueurs? Vraiment, les traders actuels de Suisse et du Liechtenstein et du Luxembourg, ce sont des braqueurs géniaux. Je ne peux pas leur en vouloir, moi c'est des délinquants. Moi ils m'ont volé, mais j'ai volé toute ma vie, j'accepte d'être volé. Mais c'est les génies. Chez les Dr S Hold Up, il y a comme un brin de jalousie envers les rois du disque dur. Mais y aurait-il des volontaires pour monter au braquage virtuel? On voit les anciens braqueurs se tourner vers des formes de criminalité qui sont moins physiquement violentes. Hein. Quand on a de l'arthrite, c'est plus dur de sauter les compteurs de banque, ça c'est évident. Donc on va les voir par exemple dans la contrefaçon de cartes bancaires, ça oui. On le voit dans le proxénétisme, etc. etc. Et on ne voit pas encore une génération d'anciens de ce genre se tourner vers la cybercriminalité telle que tout le monde la conçoit, c'est-à-dire liée à la criminalité informatique. Tout simplement parce qu'il y a un effort générationnel à faire. On va voir arriver ça dans les années prochaines, bien sûr, parce que les jeunes de maintenant sont formés aux différents outils de communication et vont donc grandir avec ces outils de communication. Et donc là, on aura une partie de la délinquance qui aura grandi, qui aura utilisé les moyens des nouvelles technologies pour commettre leurs méfaits et qui va rapidement se tourner vers ces moyens, qui sont à la fois, entre guillemets, inodores et incolores, puisque considérés comme virtuels, qui sont moins réprimés, mais d'un rapport beaucoup plus juteux que le moindre vol à main armée commis à l'heure actuelle. Parce qu'un vol à main armée, c'est les assises, une escroquerie sur Internet, c'est la correctionnelle. Des armes ou des logiciels, un conflit de génération.